Bien, on va continuer notre analyse de l'équilibre du marché. Je vais mettre hop, un petit P. On continue l'analyse de l'équilibre du marché en s'intéressant à la dynamique à long terme. On a vu pour l'instant qu'est-ce qui se passait s'il y avait une augmentation de l'offre ou une baisse de l'offre, si aussi il y avait par exemple une augmentation de la demande ou une baisse de la demande, quels étaient les effets à la fois sur les prix d'équilibre et sur les quantités échangées. Maintenant, on va s'intéresser à un autre problème qui est finalement qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de long terme, en particulier qu'est-ce qui se passe si jamais le marché que l'on considère ici, imaginons que ce soit le marché de l'automobile, que se passerait-il si ce marché était profitable, voire plus profitable que les autres? Donc pour essayer d'explorer un peu cette idée, on va représenter, alors je vous l'ai déjà représenté, le graphique du marché de l'automobile. Ici on a l'offre de marché qui représente les coûts marginaux de tous les intervenants sur ce marché, de tous les offreurs. Et ici on a la demande de marché qui représente le bénéfice marginal de tous les intervenants sur ce marché, de tous les consommateurs. Bon. Ici, on a des quantités et un prix d'équilibre. Le prix correspond au prix d'une automobile. Alors, combien ça pourrait être? Je ne sais pas. Je crois que j'ai lu quelque part que le prix moyen d'une auto, c'était 22 000 euros. Donc, imaginons que ce soit 22 000 euros. Bon. Très bien. Et les quantités échangées, eh bien, il faudrait regarder combien d'automobiles. Alors, ça dépend de la période sélectionnée. Peut-être c'est sur un an. Quelle est la quantité d'automobiles échangées sur un an? Je ne sais pas. Des millions d'automobiles, probablement. Maintenant, on va représenter à côté de ce graphique, je voudrais représenter à côté de ce graphique ce qui se passe sur le producteur individuel. Alors, donc je refais mes axes. Ici, on aura quoi? On aura le prix. Le prix ne change pas, c'est le même ordre de grandeur. Donc ici, on aura le prix, et on a vu que sur le marché, et ce n'est que sur le marché que le prix est décidé, par la rencontre entre tous les offreurs et tous les demandeurs. Donc ici, on peut reporter le prix, l'ordre de grandeur ne change pas, on a P étoile, qui est toujours égal à 22 000 euros. Sauf que ici, on n'a plus les quantités totales échangées sur le marché, puisqu'on s'intéresse à un producteur. Donc on va avoir, je mets petit q, c'est-à-dire un volume très restreint de quantité. Le graphique du producteur, vous devez le connaître. On sait que l'offre, c'est la branche croissante du coût marginal. Donc là, on va avoir le coût marginal. On sait que l'offre, c'est aussi la partie croissante du coût marginal au-dessus du coût moyen. Il faut représenter le coût moyen. On sait que le coût moyen, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, on ne fait pas forcément les choses très bien. Bon. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, on est sur un producteur. Et le producteur arrive sur le marché, il regarde le prix qui est décidé sur le marché. Ici, c'est 22 000 euros. Et en fonction de ses coûts, vous voyez, ici, paf, à l'intersection de son coût, eh bien, il fixe les quantités qu'il peut offrir, sachant que petit q étoile, sachant que en concurrence pure et parfaite, par rapport aux hypothèses dont on a parlé l'autre jour, en concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de problème de débouché. C'est-à-dire que les entreprises sont très petites, elles ne peuvent pas répondre à toute la demande. Donc, a contrario, si elles s'ajustent par rapport au prix de marché, au prix qui est décidé sur le marché, elles n'ont aucun problème de débouché. Donc voilà pour le comportement du producteur, d'un producteur entier par rapport à ce qui est défini ici sur le marché. Bien. Alors on peut voir quoi? Eh bien on peut voir que le prix qui a été fixé, ce 22 000 euros, lui permet de vendre une quantité Q étoile. Et à ce prix et ces quantités-là, on voit qu'on est pour des volumes de production qui sont supérieurs ici au minimum du coût moyen. Le minimum, je le fais en montrant ces flèches horizontales. Hein. Le minimum du coût moyen, il est là. Ce minimum du coût moyen, il nous disait à partir de quand l'entreprise faisait des profits, ce qui veut dire que comme, vous voyez, là on était à petit q min, ce qui veut dire que quand on est au-dessus du coût moyen, effectivement, l'entreprise fait des profits. Alors, je vous encourage, si vous ne le savez pas encore, de regarder les vidéos sur le producteur si vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc là, le producteur réalise du profit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le profit est positif? Ça veut dire que, si vous vous souvenez, quand on écrit le profit, on sait que c'était le chiffre d'affaires moins le coût total, c'est-à-dire en fait le prix fois les quantités. Ici, les quantités, c'est le prix, c'est P étoile, on multiplie par Q étoile, hein, c'est le prix décidé sur le marché multiplié par les quantités choisies par l'entreprise.
Donc ça, c'est le chiffre d'affaires, moins le coût total. Et si on voulait ajouter des détails un peu mathématiques, on sait que le coût total, c'est quoi? C'est en fait le coût moyen multiplié par les volumes de production, puisque je vous rappelle, ça c'est juste un artefact, hein, c'est juste une réécriture, puisqu'on sait que le coût moyen, c'est égal au coût total divisé par les volumes produits. Et donc, forcément, le coût total, c'est égal au coût moyen multiplié par les volumes produits. Bon. Ça, c'était une petite note, histoire de... Donc, le profit, c'est tout ça. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il est positif, ça veut dire que le chiffre d'affaires, est supérieur au coût total, ce qui implique que le profit serait positif. Bien. Ça veut dire que la recette totale est supérieure au coût total. Très bien. Pour comprendre ce que tout ça veut dire, il faut s'intéresser à nouveau au coût total. Il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux disent que le coût total, c'est un coût d'opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand le profit d'une entreprise est positif, ça veut dire qu'en fait, l'entreprise réalise plus de profit que si elle s'était engagée dans un autre secteur d'activité. C'est-à-dire que l'entreprise qui réalise un profit positif dans le cadre de l'économie, de la science économique, ça veut dire qu'en fait, elle réalise une sorte de surprofit. C'est-à-dire qu'elle réalise un profit qui est supérieur à ce qu'on peut gagner en moyenne sur tous les autres marchés. Donc ici, si c'est le marché de l'automobile, et si cette entreprise-là réalise un profit positif, ça veut dire que le fait pour cette entreprise d'être sur le marché de l'automobile est plus rentable que si cet entrepreneur avait décidé de fabriquer d'autres types de biens ou de services, de fabriquer des kebabs, de fabriquer du voyage aérien, peu importe. Et pourquoi on peut dire que ce profit positif implique que cette industrie est plus rentable qu'une autre? Tout simplement parce que quand on calcule notre profit ici, le coût total ici, c'est un coût d'opportunité. Ça veut dire que ce n'est pas simplement ce qu'ont coûté les machines, les salariés ou les murs. Ce coût total, qui est un coût d'opportunité, prend également en compte ce que l'entreprise aurait pu gagner si elle avait investi un autre domaine d'activité. Imaginez par exemple qu'une entreprise soit un auto-entrepreneur. Ça veut dire, imaginez que l'individu soit tout seul dans son entreprise. C'est un entrepreneur isolé. Imaginez que ses coûts, son coût total, soit égal à coûts salariaux, c'est-à-dire le taux de salaire multiplié par la quantité de travail. Ça, c'est une quantité et ça, c'est un prix. En fait, c'est prix du travail multiplié par quantité de travail si vous préférez, mais là j'utilise une formulation qui est très très répandue, hein. C'est pour ça que je me permets d'utiliser des lettres un peu étranges. Jusqu'à présent on les a pas vues, mais c'est des lettres tout à fait ordinaires en fait. Donc son coût total ce serait quoi? Le coût salarial plus le coût du capital, les murs, la masse financière, le fonds de roulement, tout ce qu'il faut pour lancer l'entreprise. Et le coût du capital, ce serait quoi? Ce serait le taux d'intérêt multiplié par les quantités de capital. C'est-à-dire le prix du capital et le taux d'intérêt, le coût du capital multiplié par les quantités de capital, si vous préférez. Mais je préfère utiliser cette formulation parce que c'est celle qui est généralement utilisée. Bien, alors vous pouvez tout à fait imaginer que l'auto-entrepreneur, son coût total c'est ça. Et ça permet de mobiliser d'ailleurs les deux facteurs de production. On a le facteur travail et le facteur capital. Bien. Pour un auto-entrepreneur, on pourrait penser que le salaire serait égal en fait à son profit, c'est-à-dire à ce qui reste une fois qu'on a payé les charges et qu'on a encaissé effectivement la vente des biens. Eh bien, en théorie économique, on ne va pas dire ça. Pour un auto-entrepreneur, pour un individu seul, comme d'ailleurs dans tous les autres cas de figure, le salaire n'est pas en fait le profit pour l'individu seul. En fait, l'auto-entrepreneur calcule son profit en regardant ce qu'il encaisse, c'est-à-dire la recette totale, c'est-à-dire le prix du bien multiplié par les quantités vendues, auquel il va retrancher un salaire fictif qu'il va multiplier par les heures de travail qu'il a passé à travailler pour le compte de son entreprise, et auquel il va retrancher une quantité de capital, par exemple financier qu'il a utilisé, multiplié par le taux d'intérêt.
Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on passe par finalement ce salaire fictif, une rémunération fictive et un taux de rémunération du capital d'une certaine manière fictif? Parce que l'auto-entrepreneur, concrètement, il a pris son capital, il a investi dans son entreprise, et une fois qu'il a fait ça, il vend ses biens et ce qui lui reste, ça constitue en fait ses revenus. Donc on pourrait dire ça constitue son salaire. Mais en économie, on raisonne en termes de coût d'opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on calcule le profit, on regarde ce que l'auto-entrepreneur a encaissé et on retire ce qu'il aurait pu gagner si, compte tenu de son expérience et de ses capacités, si l'individu avait travaillé dans le privé et dans une autre entreprise, c'est-à-dire en fait, ça c'est son salaire si il travaille ailleurs, c'est le coût d'opportunité, c'est ce que ça lui rapporterait de ne pas s'engager en tant qu'auto-entrepreneur. Et on retire également ça, qui est le coût d'opportunité du capital, c'est-à-dire ce qu'il aurait gagné si au lieu d'investir son capital dans son entreprise d'auto-entrepreneur, il l'avait tout simplement investi sur les marchés financiers ou dans un plan épargne ou dans une assurance vie, etc. En plaçant son capital. Donc vous voyez, on retranche aux recettes que l'auto-entrepreneur réalise un salaire virtuel qu'il aurait dû gagner s'il avait été embauché quelque part, multiplié par ses heures de travail, et on retire également ce qu'il aurait pu gagner en plaçant son capital autre part que dans son entreprise. Et c'est en calculant ces coûts d'opportunité-là qu'on réalise que bien si son profit est positif, ça veut dire que ce qu'il réalise, ça veut dire que le profit réalisé comme auto-entrepreneur, comme entrepreneur unique, est supérieur à d'autres secteurs. C'est ça que ça veut dire. Le simple fait que ce profit soit positif, du fait qu'il prend en compte le coût d'opportunité, fait que le profit réalisé est supérieur à celui qui est réalisé dans d'autres industries. Et ça, c'est très important. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, on peut revenir à notre explication initiale. On a le marché de l'automobile, on a un prix qui est fixé sur ce marché par la rencontre entre tous les offreurs et tous les demandeurs. Ce prix nous indique pour un producteur particulier quelle va être la quantité produite à ce prix-là, et si cet individu fait ou non du profit. Et s'il fait du profit, ça veut dire qu'en fait, il fait une forme de surprofit, il fait un profit qui est supérieur aux autres industries. Donc ça, c'est dans le moment 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à long terme? Ce qui se passe à long terme, c'est que dans d'autres industries, certains individus font un profit négatif. Par exemple, si le prix s'était fixé en dessous du minimum du coût moyen, si le prix s'était fixé ici, vous voyez, l'entreprise n'aurait pas pu produire cette quantité parce que le prix aurait été inférieur au seuil de rentabilité ici. Et donc, l'entreprise aurait fait faillite. Mais en fait, elle n'aurait pas fait faillite. Elle aurait pu très bien couvrir les coûts comme je l'ai dit, l'entreprise aurait très bien pu, à un prix inférieur au seuil de rentabilité, couvrir tous ses coûts, à la fois les coûts salariaux et les coûts du capital. Simplement, comme les coûts sont des coûts d'opportunité, ce que nous dit un profit négatif, c'est que investir et agir dans ce marché précisément est moins intéressant qu'ailleurs. Et si on se réfère aux conditions de la concurrence pure et parfaite, on a la libre entrée et la libre sortie. Ce qui veut dire en gros qu'on est dans un monde idéalisé, on est dans une explication théorique qui nous dit qu'on suppose a priori pour l'instant que entrer ou non ou sortir d'une industrie n'est pas coûteux, ne pose aucun problème. Ce qui veut dire que n'importe quel entrepreneur qui considère que son profit est négatif, eh bien, va changer d'industrie pour aller là où il y a effectivement des profits positifs. Donc imaginez que le producteur de kebab réalise qu'il fait un profit négatif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer d'industrie et il va aller là où on fait plus de profit qu'en moyenne, et en l'occurrence sur le marché de l'automobile, dans cet exemple-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, sur certains marchés, on fait du profit positif, ce qui veut dire qu'on fait plus de profit qu'ailleurs. Deuxième étape, eh bien, ceux qui réalisent qu'il y a du profit à faire dans d'autres industries rejoignent la nouvelle industrie. Mais qu'est-ce que ça a comme effet sur le marché de l'automobile ? Bien, quel effet ça a sur le marché de l'automobile ? Eh bien, le fait que le marché de l'automobile soit à profit positif attire des nouveaux offreurs. Et ce faisant,
en attirant de nouveaux offreurs, cela fait se déplacer la courbe d'offres. La courbe d'offres, comme on l'a vu, avec de nouveaux offreurs, se déplace vers la droite. Plus de quantité offerte pour un prix donné. Donc si le marché de l'automobile fait un profit positif, plus d'offreurs entrent sur le marché. Et quel est l'effet de cette nouvelle entrée de nouveaux individus? Eh bien, regardez, l'effet de l'entrée de ces nouveaux arrivants sur le marché, évidemment, a un effet sur le prix. Regardez, la nouvelle rencontre avec la demande qui, elle, n'a pas changé, mais avec cette nouvelle offre, avec ces nouveaux offreurs, fait qu'il y a plus de concurrence entre les offreurs, et du coup, plus de concurrence entre les offreurs veut dire, à demande inchangée, la nécessité de baisser le prix. Donc, on va l'appeler P étoile étoile, peut-être, imaginons, là je dis n'importe quoi, hein, à 20 000 euros, peut-être. Vous voyez ? Et donc, on arrivera à plus de quantité échangée à un prix plus faible. Quel impact ça a sur un producteur? Eh bien, il suffit de reporter le prix qui est décidé sur le marché ici, au point B. Vous voyez? Alors là, vous voyez, ça commence à être compliqué. Parce que là, on était à 22 000 euros. Là, le prix baisse à P étoile étoile. Quel impact ça a? Eh bien, regardez, vous voyez, le prix commence à baisser. Ce qui fait que là, ici on était en A, ici on est en B maintenant. Vous voyez, pour une entreprise, la baisse du prix fait que l'offreur individuel, l'entreprise individuelle produit moins, donc petit q étoile étoile, l'individu, une entreprise, produit moins puisque le prix a baissé et que les coûts marginaux sont croissants. Et comme l'entreprise produit moins, elle fait moins de profit. Donc le profit moyen des entreprises, d'une entreprise, le profit d'une entreprise baisse du fait de l'augmentation et de l'intensification de la concurrence. Et évidemment, pour cette entreprise-là, eh bien, elle va pouvoir supporter l'arrivée de nouveaux entrants jusqu'au moment où, imaginez qu'il y ait encore de nouveaux entrants et que l'offre se déplace encore vers la droite, c'est-à-dire l'offre augmente, le prix d'équilibre de marché devient celui-ci. Je vais l'appeler Q3. On va l'appeler P3, c'est celui en violet. Ben, regardez ce que ça fait pour cette entreprise particulière. Eh bien, avec ce nouveau prix, regardez, on arrive ici, et regardez ici. Eh bien, ce n'est plus rentable pour cette entreprise-là de produire. L'entreprise pourrait produire Q3, mais elle ne va pas le faire parce que à Q3, pour cette entreprise-là, si P3, donc P3 c'est celui-là, si P3, eh bien on a un prix qui est inférieur au minimum du coût moyen et donc le profit est négatif. Cette entreprise-là va être éjectée du marché du fait de la concurrence. Peut-être n'est-elle pas assez productive, peut-être n'est-elle pas assez efficace, peut-être que ses coûts marginaux sont trop élevés et du coup elle ne peut pas supporter toute la concurrence qui est faite sur le marché et donc elle est éjectée du marché, elle qui fait un profit négatif et il faut pour elle qu'elle trouve, alors soit l'entrepreneur fait faillite, soit il va trouver des perspectives où son coût marginal peut être différent et intégrer une nouvelle industrie dans laquelle elle pourra faire du profit. Alors évidemment, si toutes les entreprises sont identiques, mais ça c'est un cas de figure, alors je vais le faire. C'est un cas de figure très particulier qui est assez peu réaliste. Ça c'est sur le marché. On a une offre, une demande, on a un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre, d'accord? Donc si les entreprises sont toutes identiques, une entreprise identique, je mets. Si elles sont toutes identiques, évidemment, le résultat de la concurrence de marché fait que, à long terme, c'est-à-dire une fois que tous les entrants sur le marché sont arrivés pour pouvoir profiter des perspectives de profit, eh bien, on a une entreprise qui a des coûts moyens comme ça, des coûts marginaux comme ça, des coûts moyens comme ça, et vous voyez que, bien, forcément, le prix qui est fixé par la concurrence du marché, c'est le prix minimum soutenable pour toutes les entreprises qui sont toutes identiques dans cette hypothèse, dans le cas de figure que je vais vous montrer. Si toutes les entreprises sont identiques, eh bien la concurrence de marché fait baisser le prix au prix de long terme, je vais l'appeler PLT, au prix de long terme et aux quantités de long terme, au prix le plus bas qui est soutenable par les entreprises. Et le prix le plus bas soutenable par les entreprises, c'est le minimum du coût moyen
Donc si on a un coût moyen, imaginez qu'on a un coût moyen comme ça, on sait que le coût moyen sera là, on sait que le prix fixé ici au minimum du coût moyen, ça ce sera la quantité, ça ce sera la quantité de long terme produite par une entreprise identique aux autres. Et on sait que les coûts marginaux, vous savez, ils croisent ici, donc les coûts marginaux sont là. Mais peu importe le coût marginal, en fait, ce qui nous importe là à long terme, c'est le coût moyen. On sera dans cette position de long terme. À long terme, le profit diminue jusqu'au moment où le profit sera égal à 0, en fait. Et pour que le profit soit égal à 0, ça veut dire qu'à long terme, sur l'industrie, le prix est égal au seuil de rentabilité. Alors certains appellent ça la main invisible. N'importe quel historien de la pensée va hurler si on explique que tout ça nous raconte la main invisible d'Adam Smith, puisque Adam Smith c'était 1776, c'est il y a très longtemps, c'est pas formalisé comme la microéconomie contemporaine, le contexte n'était pas le même, donc mais certains manuels de microéconomie appellent ça le mécanisme de la main invisible, qui veut qu'en fait la concurrence pure et parfaite amène à ce que le prix soit égal au coût marginal. Le prix étant égal au coût marginal, ça permet finalement de maximiser, le profit et l'utilité, la satisfaction des individus. Mais comme aussi sur certaines industries, le prix est égal au minimum du coût moyen à long terme, ça veut dire qu'en fait, on produit au plus bas coût. Et donc, comme on produit au plus bas coût, puisque le prix se fixe vraiment le prix se fixe vraiment là où l'entreprise a les coûts les plus faibles, donc on produit au plus bas coût dans toutes les industries possibles, cela veut dire qu'il n'y a pas de gâchis, puisqu'on utilise le meilleur de toutes les ressources possibles. Donc on est dans une situation d'optimalité. Il n'y a pas de gâchis puisqu'on produit au plus bas coût, et que si une entreprise ne produit pas au plus bas coût, eh bien les forces concurrentielles vont faire baisser les prix jusqu'au moment où les prix atteindront le minimum du coût moyen de long terme des entreprises. Et c'est ça qu'on appelle la main invisible, puisque de manière implicite, la concurrence entre les entreprises et les consommateurs mène à une situation qui maximise l'utilisation des ressources et à une situation dans laquelle en fait il n'y a pas de gâchis.